Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être venus en grand nombre. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de sommeil. Puis effectivement, comme Marie-Laurence vous l'a souligné, c'est la journée mondiale du sommeil le 18 mars prochain. Donc, c'est l'occasion de rappeler à tous et à toutes l'importance du sommeil et pourquoi c'est important. Donc, je vais vous parler de sommeil aujourd'hui. Je vais vous parler plus précisément d'abord de vous expliquer ce que c'est le sommeil normal. Qu'est-ce qu'on attend du sommeil lorsqu'on avance dans l'âge, parce que le sommeil se modifie. Puis ça, c'est important parce que ça vous permet de comprendre à partir de quel moment on considère que le sommeil devient problématique, devient pathologique, et à partir de quand est-ce qu'on parle d'insomnie en particulier. Et je vais aussi vous parler de pourquoi c'est important de savoir qu'on a de l'insomnie ou qu'on a des problèmes de sommeil, parce que cela a des répercussions sur votre santé. Puis je vais vous parler des principes de prise en charge de traitement de l'insomnie en insistant notamment sur les approches non médicamenteuses qui sont les plus importantes à prendre en considération. Donc voilà. Alors je vais parler d'abord, je vais commencer par vous expliquer un petit peu ce que c'est le sommeil normal. Alors le sommeil, ça se définit par une diminution par un état de conscience particulier dans une position souvent allongée, avec une diminution de notre sensibilité, de notre réponse aux stimuli extérieurs. Ça, c'est la façon dont on définit de manière subjective. Mais de manière objective, on définit le sommeil par différentes activités électriques produites par le cerveau qui sont différentes de l'éveil. C'est comme ça qu'on peut différencier les différents stades de sommeil. Lorsque vous allez passer un examen de sommeil, lorsque vous allez passer une nuit de sommeil dans un laboratoire, on va vous mesurer ces activités électriques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais je vais quand même brièvement vous expliquer ce que c'est, parce que c'est comme ça qu'on définit notamment le sommeil profond, et c'est comme ça qu'on peut expliquer, que je pourrais vous expliquer en quoi est-ce que le sommeil se modifie avec l'âge. Donc ça, vous voyez beaucoup de petites lignes. Ça, c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on mesure l'électroencéphalogramme des personnes qui dorment. L'électroencéphalogramme, c'est un examen dans lequel on place des électrodes sur le scalp, sur votre cuir chevelu. Puis ça mesure en fait l'activité électrique produite par vos neurones. Alors au-dessus, vous voyez ce qu'on observe lorsqu'on est éveillé, qu'on est dans un état de relaxation. C'est ce qu'on appelle le rythme alpha. C'est l'un des premiers rythmes qui a été décrit sur l'électroencéphalogramme il y a maintenant plus d'un siècle. Et vous voyez que c'est un rythme qui est rapide et de basse amplitude. Et en fait, lorsqu'on entre dans le sommeil, lorsqu'on s'endort, en fait, notre activité électrique se modifie. Et vous voyez qu'on produit ce qu'on appelle des oscillations, des oscillations particulières, des oscillations simplement des fluctuations du signal, qui prennent des formes spécifiques. Alors, une des formes les plus spécifiques, c'est ce qu'on appelle les fuseaux de sommeil. C'est un petit peu l'un des premiers signes que vous entrez dans un sommeil stable. Et c'est ces petits événements où vous avez une activité rapide en forme de fuseau. C'est pour ça qu'on les appelle les fuseaux de sommeil. Ça a une fréquence particulière, 11 à 15 Hz. Ça veut dire que si vous mesurez le nombre de fois que ça franchit la barre des zéros, là, en une seconde, ça fait 11 à 15 fois. Puis ça veut dire que vous commencez à être dans un sommeil stable, c'est ce qu'on appelle le stade 2. Le stade 1, c'est juste un stade de transition où vous êtes à moitié endormi, pas vraiment. Ça, c'est ce qu'on appelle le fuseau de sommeil. Puis après, lorsque votre sommeil devient de plus en plus profond, on va pouvoir détecter sur l'électroencéphalogramme des activités électriques qui sont très particulières, où vous voyez que c'est des oscillations de haute amplitude et de basse fréquence. Ça veut dire quoi, en fait? Je rappelle donc que ça représente l'activité de vos neurones. Donc, plus le signal est de haute amplitude et de basse fréquence, plus vos neurones déchargent ensemble de manière synchrone. Donc, ce qui se passe lorsque vous entrez en sommeil, lorsque vous entrez dans un sommeil de plus en plus profond, vos neurones fonctionnent différemment. À l'éveil, vous êtes constamment en train de faire plein d'activités cognitives différentes. Vous écoutez, vous entendez, vous regardez, vous réfléchissez. Donc ça se reflète par beaucoup d'activités, mais qui sont pas synchrones parce qu'elles s'effectuent, elles s'opèrent dans différentes régions de manière spécialisée. Au cours du sommeil, ces processus sensoriels diminuent et donc le cerveau se met dans un état où il fonctionne de manière synchrone avec les neurones qui déchargent de manière synchrone, simultanée. Donc vous voyez ces oscillations lentes qui définissent le sommeil profond.
Donc, endormissement, stade 1, stade 2, stade 3, plus on va dans la profondeur du sommeil. Ça, c'est ce qu'on appelle le sommeil lent, et c'est à peu près 75% de votre temps de sommeil total. Okay. L'autre phase importante du sommeil, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal ou sommeil REM. REM veut dire Rapid Eye Movements, ce qui veut dire mouvement oculaire rapide en anglais. Donc le sommeil paradoxal ou sommeil à mouvement oculaire rapide. Et c'est un sommeil dans lequel votre activité électrique du cerveau ressemble, c'est ce qu'on voit ici au-dessus. Là. Ça ressemble très fort à ce qu'on observe à l'éveil, on ne peut pas vraiment le distinguer. Mais ce qui est caractéristique de ce stade, c'est que ça c'est ce qu'on appelle l'électromyographie, c'est la mesure de vos muscles. Lorsqu'on fait une nuit de sommeil, lorsqu'on enregistre le sommeil, on n'enregistre pas seulement l'électroencéphalogramme, on enregistre aussi l'activité des muscles, particulièrement au niveau du menton, puis au niveau des jambes. Puis on enregistre aussi ce qu'on appelle l'électrooculogramme, c'est-à-dire les mouvements des yeux, de part et d'autre. Puis ça permet de différencier, de distinguer ce stade de sommeil-là, parce que c'est un stade de sommeil dans lequel votre activité musculaire est très basse, comme si vous étiez paralysé. Okay. Et en plus, vos mouvements oculaires font ce qu'on appelle des mouvements oculaires rapides, des saccades oculaires, qui se manifestent par cette déflexion, ces pics de signal qu'on observe sur les dérivations d'électrooculographie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce stade-là, votre activité cérébrale, elle partage pas mal de ressemblances avec l'éveil, mais par contre, vous êtes complètement paralysé, puis vos yeux font des saccades. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe dans le contenu mental au cours de ce stade de sommeil? Voilà, c'est ça. C'est effectivement le stade de sommeil pendant lequel les rêves sont les plus intenses, les plus importants. Et ce stade-là, c'est un stade dans lequel vous êtes paralysé, ce qui est important parce que sinon, vous seriez en train de vivre vos rêves continuellement, vous seriez en train de faire des coups de pied, des coups de poing, de crier. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette paralysie, cette atonie musculaire. Puis les mouvements oculaires, on ne sait pas très bien on n'est pas sûr de ce à quoi ça correspond, mais on pense que c'est des mouvements qui pourraient être en rapport avec le scanning de l'environnement lors des rêves. Mais c'est très spéculatif. Okay. Donc ça, c'est les deux stades de sommeil. Donc le stade de sommeil paradoxal, c'est 25%, et le stade de sommeil lent, c'est 75% de votre sommeil total. Alors, comme vous l'a dit Marie-Laurence, il y a des petites questions au cours de la présentation pour vous maintenir éveillé, surtout après votre repas de midi, donc c'est pas toujours évident. Alors, première question, et là, c'est vraiment pour vous tester, mais est-ce que vous avez probablement déjà tous entendu parler de ce dicton qui dit que les heures de sommeil avant minuit comptent double? Est-ce que d'après vous, c'est vrai ou c'est faux? Alors, attendez avant de répondre. Il faut d'abord que j'active ceci. Okay, on se fait déjà. Donc, il n'y a que deux réponses possibles. Vous avez sur votre clavier donc, les différents boutons, mais vous répondez soit A, soit B. Vous pouvez y aller. A ou B. A, c'est vrai, B, c'est faux. Ok, je pense que la majorité d'entre vous ont répondu. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? 0%. Ça, c'est pas normal. Est-ce que je dois appuyer encore une fois? Ah, c'est bon, voilà. Ok. Alors, on a une réponse assez partagée, 46% oui, 54% faux. Alors, en fait, même ceux qui ont répondu vrai n'ont pas totalement tort, mais je vais vous expliquer pourquoi. Okay. Alors, je vous ai parlé des stades de sommeil, sommeil lent, sommeil paradoxal. Alors, ces stades de sommeil ne surviennent pas de manière aléatoire au cours de la nuit, ils sont organisés dans une succession de ce qu'on appelle des cycles de sommeil. Okay. Chaque cycle de sommeil correspond à une alternance entre les stades de sommeil lent puis les stades de sommeil paradoxal. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un hypnogramme. C'est un peu le résumé d'une nuit d'enregistrement de sommeil qu'on passe en laboratoire. Et ça décrit la succession, les différents stades de sommeil. W, c'est l'éveil.
N1, N2, N3, ça veut dire sommeil lent, stade 1, stade 2, stade 3, et R, c'est le stade de sommeil paradoxal. Alors, vous voyez que lorsque, ça c'est une nuit d'un participant à notre projet de recherche, une nuit assez typique. Donc vous voyez que la personne est allée se coucher probablement vers je sais pas, 22 heures, puis là elle s'est endormie directement en stade 2, puis après en stade 3, elle est revenue en stade 2, un petit coup réveil, puis après stade 2, stade 3, stade 2, stade 3, stade 2, stade 3, stade 2. Puis après, là, le rouge, c'est le stade de sommeil paradoxal. Okay? Puis après, ça recommence. On a à nouveau un stade 2, puis après un stade 3, stade 2, stade 3, stade 2, et le nouveau stade de sommeil paradoxal. Et on recommence, stade 2, quelques éveils, sommeil paradoxal, stade 2, sommeil paradoxal, etc. OK? Alors, donc ça définit un cycle de sommeil. Okay? Chaque fois qu'on a cette alternance entre sommeil lent et sommeil profond, sommeil lent et sommeil paradoxal, vous avez un cycle. Donc ça, c'est le premier cycle. Ça, c'est le deuxième cycle. Ça, c'est le troisième cycle. Ça, c'est le quatrième cycle. Et là, vous avez ensuite le dernier cycle. Donc, je vous ai dit que le sommeil lent, c'est 75%, puis le sommeil paradoxal, c'est 25%. Et le stade 3, c'est à peu près 15 à 20% de la nuit. Alors, est-ce que vous remarquez quelque chose par rapport au stade 3 ? Est-ce qu'il se distribue de manière égale au cours de la nuit ? Il est où le stade 3 ? Au début de la nuit, c'est ça. Alors en fait, c'est de là que ça vient, ce dicton, que les heures de sommeil avant minuit comptent double. C'est qu'effectivement, nos cycles de sommeil, d'abord les stades de sommeil sont distribués en cycles, puis ensuite, ces cycles ne sont pas équivalents au cours de la nuit. Les premiers cycles de sommeil sont toujours les cycles dans lesquels le sommeil lent prédomine. Okay. Puis après, au cours des cycles successifs, le sommeil lent diminue de plus en plus. En contraste, le sommeil paradoxal, quant à lui, a tendance à augmenter progressivement au cours de la nuit. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on rêve plus en milieu et en fin de nuit. Et c'est pour ça qu'on dit que le sommeil profond est plus abondant en début de nuit. D'où le dicton des heures de sommeil compte double avant minuit. Mais alors, il y a deux choses. D'abord, vous voyez qu'effectivement, le terme de minuit, l'heure de minuit est un petit peu arbitraire parce que maintenant, les gens ont souvent tendance à dormir plus tard. Donc, le sommeil lent survient souvent aussi après minuit. Puis alors, deuxièmement, alors, au niveau de l'importance, c'est là qu'il y a un petit peu un débat. C'est qu'on sait que les différents stades de sommeil sont importants, pas juste le stade 3. Le stade 3, c'est un sommeil profond, c'est un sommeil effectivement qui est associé à une forme de récupération. Mais on sait que le stade 2 est aussi important, les fuseaux sont importants, et le sommeil paradoxal est aussi important pour différents aspects de la mémoire et de la santé. Donc, en fait, l'ensemble du sommeil est important. Ce n'est pas juste le stade 3. On pense que c'est la préservation de cette architecture, de ces cycles de sommeil qui est importante au cours de la nuit, pas seulement le stade 3. D'accord ? Voilà, donc ça c'était pour l'architecture de sommeil. Puis après, je ne vais pas vous parler beaucoup de mécanismes de sommeil, mais juste pour vous dire un principe, un concept qui est important à retenir, c'est que notre sommeil, il est régulé par plein de facteurs différents. Okay, ces graphes-là, c'est un peu compliqué, mais conceptuellement, il y a deux facteurs qui sont importants à retenir. C'est que la propension à s'endormir est déterminée par deux facteurs importants. D'abord, ce qu'on appelle le processus homéostatique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus longtemps vous restez éveillé, plus vous avez tendance à vous endormir. Donc il y a une sorte de dette qui s'accumule au cours de la journée, au cours au fur et à mesure que vous restez éveillé. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. Donc si vous restez éveillé pendant 24 heures, vous allez avoir tendance à plus facilement vous endormir que si vous venez juste de vous réveiller de votre nuit de sommeil. Ça, c'est ce qu'on appelle le processus homéostatique. Et il y a un autre truc qui s'appelle le processus circadien, qui est en fait le fait que votre heure de sommeil est aussi influencée par les cycles jour-nuit. Et ça, c'est par l'effet de la lumière sur ce qu'on appelle l'horloge circadienne, c'est-à-dire sur votre horloge interne. Vous avez une horloge biologique qui ajuste le fonctionnement de votre sommeil, mais aussi de vos différents organes en fonction des heures du jour et de la nuit. Et c'est ça qu'on appelle le rythme circadien, qui fait que vous êtes plus à même de vous endormir le soir, lorsqu'il fait noir, qu'en plein milieu de la journée. D'accord ? Ces deux facteurs entrent en jeu pour contrôler votre sommeil et on verra que c'est important pour comprendre les troubles du sommeil.
Donc, alors maintenant, on arrive au changement du sommeil avec l'âge. D'après vous, de combien d'heures de sommeil a-t-on besoin lorsqu'on a plus de 65 ans? Alors, de nouveau, revenez à votre petite manette. Réponse A, 5 à 6 heures. Attendez, il faut d'abord que j'appuie sur un bouton. C'est bon? OK. Bon. Alors, voilà. Donc, réponse A, 5-6 heures. Réponse B, 6-7 heures. Réponse C, 7-8 heures. D, 8-9 heures. E, plus que 9 heures. Bon, alors on va regarder vos réponses. Alors, c'était partagé quand même. Mais la bonne réponse était la réponse C. Et quand même, il y a une petite majorité qui a eu raison. Effectivement, les 41% qui ont mis C avaient raison. Mais c'est vrai que ça, 39% n'était pas loin, 6-7 heures. Alors effectivement, c'est 7-8 heures qui est la durée moyenne que les personnes de plus de 65 ans vont avoir comme durée de sommeil recommandée. Alors ça se base sur une échelle qui a été publiée il n'y a pas tellement longtemps par la National Sleep Foundation sur les différentes heures de sommeil recommandées au cours de la vie, du nouveau-né jusqu'à la personne adulte, puis la personne de plus de 65 ans. Alors, en fait, ce que vous voyez ici, vous voyez quand la personne adulte d'âge moyen, puis la personne de plus de 65 ans, il n'y a pas de grosse différence, en fait. Alors, ce qui est en bleu foncé, c'est la durée moyenne, et ce qui est en bleu clair, en turquoise, c'est les durées qui peuvent rester acceptables chez certaines personnes. Okay? Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il y a deux choses. D'une part, que finalement, le besoin de sommeil ne change que très peu, en fait, lorsqu'on vieillit. On a toujours besoin en moyenne 7 à 8 heures de sommeil. Et la deuxième chose à retenir, c'est que le fait que vous voyez qu'il y a quand même une fourchette importante entre 7-8 heures, mais entre 5 et 9 heures, ça peut rester acceptable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre durée de sommeil est quelque chose qui est un facteur individuel. C'est-à-dire qu'une personne pourra très bien fonctionner avec 5 heures, une autre personne aura besoin de 9 heures pour dormir. Et ça, on sait que c'est déterminé en partie par nos gènes, aussi par notre activité, mais en partie par nos gènes. Certaines personnes ont une propension à faire un sommeil qui est plus intense, et donc qui a besoin d'être plus court, et qui n'a pas besoin d'être aussi long que d'autres personnes qui auront besoin d'avoir plus d'heures de sommeil. Donc ça, c'est important à retenir, okay? Parce que trop souvent, les personnes se disent « je dois absolument dormir 8 heures » ou « je dois absolument dormir 7 heures ». Ce n'est pas toujours le cas, d'accord? Donc c'est vraiment important de retenir que la quantité de sommeil c'est pas quelque chose qui est absolu. Donc c'est surtout la qualité qui compte. Alors comment est-ce que ça change les stades de sommeil au cours de l'âge? Alors ça, c'est un graphe qui vous montre un peu les différents stades de sommeil tels qu'ils évoluent entre l'enfance et l'âge plus avancé. Puis vous voyez en fait ça, les différentes couleurs que représentent les différents stades. Donc stade 1, stade 2, SWS c'est stade 3, c'est le sommeil profond. REM, et puis oiseau, c'est ce qu'on appelle c'est l'éveil nocturne, c'est Wake After Sleep Onset, c'est-à-dire l'éveil, les périodes d'éveil une fois que vous êtes endormi au cours de la nuit. Et ça, c'est la latence de sommeil. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'effectivement, de manière générale, si vous regardez cette courbe-ci, le sommeil diminue quand même un petit peu avec l'âge, mais la diminution n'est pas homogène à travers les stades de sommeil. Qu'est-ce que vous constatez? Quels sont les stades de sommeil qui sont les plus affectés lors de l'âge, lors du vieillissement? Oui, effectivement, il y a une légère diminution du REM, mais le stade qui diminue le plus en quantité, c'est le sommeil lent profond. Okay, c'est pour ça que je vous expliquais les grandes ondes lentes. C'est ça qui est le plus affecté avec l'âge, en fait, c'est que notre sommeil, spontanément, parce que notre cerveau se modifie, certaines régions vieillissent, eh bien, notre cerveau a tendance à générer moins de sommeil profond. Okay? Et ça, c'est une évolution naturelle.
Et c'est ce qui arrive chez tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement insomniaque, pas du tout. Okay, ça, c'est une première chose. Il y a aussi une deuxième chose qui se modifie, et ça, vous l'avez peut-être moins vu, mais c'est le fait que le oiseau, il augmente. Là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on avance dans l'âge, on a une tendance plus importante à se réveiller au cours de la nuit et à rester éveillé plus longtemps au cours de la nuit. Okay, ça aussi, c'est une évolution naturelle, spontanée du sommeil avec le vieillissement, c'est-à-dire qu'on fait plus d'éveil nocturne, on a un sommeil qui est plus fragmenté par des éveils. Okay, ça, c'est donc il y a deux changements principaux avec le vieillissement. D'une part, le sommeil profond qui devient moins important, et d'autre part, l'éveil nocturne qui augmente et qui fait qu'on a un sommeil plus fragmenté. Puis ça vous représente un petit peu les différences. Ça, c'est ce qu'on enregistre sur l'électroencéphalogramme d'un adolescent de 15 ans. Puis ça, c'est lorsqu'on a 65 ans, vous voyez qu'en fait, c'est des personnes qui sont normales, mais vous voyez que naturellement, spontanément, les ondes de lente deviennent moins importantes, moins amples, et moins nombreuses. Okay, et ça traduit justement cette diminution du sommeil lent profond. D'accord? Bien. Alors, maintenant, on va parler de problèmes de sommeil. Là, on a parlé de sommeil normal, on a parlé de qu'est-ce qui se passe avec le sommeil au cours du vieillissement. Puis là, qu'est-ce qui se passe maintenant? À partir de quand est-ce qu'on peut considérer que le sommeil devient altéré? Eh bien, le sommeil devient altéré, et on parle en particulier d'insomnie, qui est le problème de sommeil de loin le plus fréquent, lorsqu'il y a différentes plaintes qui arrivent. Alors, ces plaintes, ça peut être des problèmes pour s'endormir, ça peut être des problèmes pour rester endormi, ou ça peut être des problèmes pour maintenir son sommeil le matin. Okay, alors, on considère que ça devient significatif lorsqu'il nous faut plus que 30 minutes pour nous endormir, lorsqu'on se réveille la nuit pendant plus que 30 minutes au total, et lorsqu'on se réveille le matin plus que 30 minutes plus tôt que l'on voudrait. Okay, mais ça, c'est juste un aspect. Vraiment, il y a deux autres aspects qui sont importants. D'abord, pour qu'on puisse parler de problèmes chroniques, il faut que ce soit récurrent, c'est-à-dire qu'il faut que cela arrive au moins 3 nuits par semaine. Okay, et on parle de chronique lorsque ça arrive, que ça existe depuis au moins 3 mois. Okay, ça, on parle d'insomnie chronique. Lorsque vous avez un de ces problèmes-là, ou bien les 2 ou 3 problèmes ensemble, pendant au moins 3 nuits par semaine, et depuis au moins 3 mois. Mais le facteur le plus important, qui est vraiment important pour qu'on puisse parler d'insomnie, c'est qu'on ne peut parler d'insomnie que lorsque ceci est associé à un impact négatif sur votre fonctionnement la journée. Okay, ça veut dire lorsque le fait d'avoir des difficultés à s'endormir ou à rester endormi est associé avec des changements au niveau de votre vie professionnelle ou privée, et plus particulièrement au niveau de difficultés, par exemple, à rester concentré, à rester attentif. Aussi, lorsqu'il est associé à des changements de votre humeur, c'est une des conséquences les plus fréquentes, de devenir plus énervé, plus irritable, parfois plus dépressif, plus anxieux. Il faut qu'il y ait des altérations au niveau de votre fonctionnement la journée qui font que vous soyez, par exemple, moins à même à faire vos activités quotidiennes, que vous ayez moins le goût de faire des activités sociales, de rencontrer vos amis, de faire des activités extérieures, d'aller faire des activités physiques, indépendamment de votre condition physique, ou d'avoir simplement le goût d'aller voir des gens et de faire des activités qui vous plaisent. Ça, c'est très important, parce qu'on l'a vu, il y a plein de facteurs au cours du vieillissement qui font que vous allez avoir, à un moment donné, l'un de ces 3 critères-là. Mais si ce n'est pas accompagné d'un impact sur votre vie quotidienne, c'est probablement que ces modifications reflètent simplement votre changement de sommeil naturel avec l'âge. Okay, est-ce que c'est bien compris comme concept? Okay, donc on parle d'insomnie lorsqu'on a ces plaintes, mais qu'elles sont associées à un impact négatif sur votre fonctionnement la journée. Alors, dans ces conditions-là, effectivement, l'insomnie, c'est un problème quand même qui est fréquent. Les plaintes d'insomnie, c'est très fréquent. C'est-à-dire les plaintes, quand je parle de plaintes d'insomnie en général, c'est-à-dire le fait de présenter de l'insomnie à un moment donné de sa vie. Mais ça devient chronique chez quand même 10 à 20% de la population générale, de tout âge, ont des problèmes d'insomnie chronique tels que définis avant. Puis lorsqu'on vieillit, effectivement,
on a plus de chances de faire de l'insomnie parce que c'est sûr que même si les modifications de sommeil avec l'âge ne nous rendent pas nécessairement insomniaques, ça nous fragilise parce que le fait d'avoir un sommeil plus fragmenté, d'avoir moins de sommeil profond, ça fragilise notre sommeil quand même. Ça nous rend quand même plus susceptibles de développer des problèmes dans des circonstances bien particulières. Et donc on sait que chez plus de 65 ans, on parle plus de 10 à 20%, mais on parle plutôt de 25 à 40%. Donc on parle plutôt d'un tiers de la population. Okay? Donc c'est quand même important. Et puis alors, malheureusement pour vous, mesdames, ça atteint plus souvent les dames que les messieurs. On ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a probablement des facteurs hormonaux qui interviennent, et puis des changements dans la vie et des changements dans les hormones, justement, avec l'âge, qui peuvent influencer cela. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'identifier le problème d'identifier ces problèmes de sommeil, en particulier ce problème d'insomnie? Donc, d'abord, juste pour vous dire qu'il y a plusieurs troubles du sommeil. Aujourd'hui, je vais juste me focaliser sur l'insomnie chronique parce que c'est le trouble du sommeil le plus fréquent, qui touche plus d'un tiers de la population. Il y a d'autres troubles du sommeil, il y a l'apnée du sommeil, il y a aussi les jambes sans repos, les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Je n'ai pas le temps de voir tous les troubles du sommeil, mais je vais me focaliser sur celui-ci parce que c'est à la fois le trouble de sommeil le plus fréquent, puis c'est un trouble de sommeil qui peut s'associer à l'ensemble des autres troubles de sommeil. Okay, donc c'est vraiment, je pense, celui pour lequel vous avez besoin d'avoir le plus d'informations. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de le reconnaître? C'est parce que lorsqu'on est insomniaque, on est plus à risque de développer d'autres problèmes de santé. Est-ce que ça veut dire que l'insomnie cause ces problèmes de santé? On ne peut pas l'affirmer, mais on sait que le fait d'être insomniaque, c'est associé à un plus grand pourcentage plus grand risque d'avoir ces autres problèmes-là. Alors, on parle de ces problèmes-là, il y a des problèmes psychiatriques, donc l'anxiété et la dépression sont très fréquemment associés à l'insomnie, puis ils peuvent survenir avant ou après, donc c'est vraiment quelque chose qui est très souvent associé. Puis alors, il n'y a pas seulement ça, il y a aussi, et ça peut-être que vous le savez moins, mais les maladies cardiovasculaires semblent également être plus importantes chez les personnes insomniaques. Là, vous voyez par exemple une étude qui a été faite sur plus de 330 000 personnes, qui a démontré que lorsqu'on a de l'insomnie, on a plus fréquemment de l'hypertension artérielle, on a plus fréquemment de la décompensation cardiaque, on a plus fréquemment du diabète et on a plus fréquemment aussi de l'anxiété et de la dépression, comme j'ai dit, puis on est plus souvent obèse aussi. Okay? Donc, il y a une association entre l'insomnie puis les troubles psychiatriques, les maladies cardiovasculaires, les problèmes métaboliques. Okay? Alors, au niveau de votre mémoire, c'est probablement quelque chose qui vous intéresse aussi, puis c'est quelque chose pour lequel nous, on fait des travaux de recherche là-dessus. Si on essaie de comprendre quel est le risque associé au niveau cognitif pour l'insomnie. Puis il y a des études qui ont été faites qui ont montré que les insomniaques en général ont plus tendance à avoir des problèmes au niveau de ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire retenir des informations pour les utiliser immédiatement, c'est-à-dire retenir des nouvelles informations. La mémoire épisodique, se rappeler de choses que vous avez apprises récemment. Puis après, les tâches complexes telles que la résolution de problèmes. Okay? Donc il y a cette tendance-là quand même à avoir des problèmes cognitifs. Puis il y a des études récentes qui semblent montrer qu'effectivement l'insomnie est associée à un risque plus important aussi de développer des troubles cognitifs liés à l'âge, notamment la maladie d'Alzheimer, la démence. Donc ça semble être plus important chez les personnes qui sont insomniaques. Alors, troisième question, d'après vous, quels sont les coûts totaux qui sont associés à l'insomnie dans la population québécoise? Là, je parle des coûts directs et des coûts indirects. Voilà. Là, il faut que j'appuie ici. Voilà. Vous pouvez commencer à répondre. Alors, vous voyez qu'il y a 5 propositions de réponse. Qu'est-ce que vous pensez que ça coûte à la société québécoise, l'insomnie chronique? Est-ce que c'est un problème qui coûte à peu près 10 à 20 millions de dollars par année, ou enfin, 100 à 200, 500, 700 millions, 1 à 2 milliards ou plus de 5 milliards de dollars par année? Bon, alors je vais regarder vos réponses. Ah oui, ah ben là. Ah ben c'est la minorité qui avait raison. Oui, alors la majorité d'entre vous s'est dit on va prendre la solution du milieu parce qu'on ne veut pas non plus.
exagéré, mais en fait, non. En fait, je pense que le vrai chiffre, c'est 7 milliards ou 5,7, je ne m'en rappelle plus. C'est plus que 5 milliards d'après une étude qui a été effectuée ici au Québec. Et ça prend en compte. Ça prend, oui, c'est 6,6 en fait. Vous voyez, c'est même plus que ça. Alors, ça prend en compte les coûts qui sont liés à la perte de productivité, essentiellement. Ça représente 75% des coûts, parce que l'insomnie est associée à une baisse de concentration, aussi une série de pertes de productivité au travail, puis il y a aussi les coûts qui sont associés à l'absence, à l'absentéisme, les coûts des frais médicaux de consultation, les médicaments, l'alcool qui est parfois pris à tort pour traiter l'insomnie. Donc ça coûte cher d'après cette étude-là, en tout cas, qui a essayé d'estimer les coûts annuels. On parle de coûts annuels associés à l'insomnie au Québec. Okay? Donc 6,6 milliards. Donc je pense qu'il y a quand même des raisons de s'y intéresser, non seulement comme individu, mais aussi comme acteur de santé publique et politique, et acteur au niveau politique. Parce que ça coûte cher. Alors, comment est-ce qu'on développe de l'insomnie? Pourquoi fait-on l'insomnie? Alors, je ne vais pas entrer dans énormément de détails parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont là-dessus, puis la réponse n'est pas encore entièrement claire. Mais il y a un modèle qui est intéressant, qui conceptualise l'insomnie comme étant un phénomène qui survient en 3 phases, en fait. Et je vous explique en bref, c'est quoi ces 3 phases. On pense qu'il y a des facteurs prédisposants, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas égaux devant le risque de faire de l'insomnie. Certaines personnes sont plus à risque d'en faire que d'autres. Et il y a des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux qui interviennent, qui font que vous êtes plus à risque ou pas de faire de l'insomnie. Et ça détermine un petit peu votre seuil là, de préclinique, c'est-à-dire votre risque à la base de faire de l'insomnie. Un exemple, le fait d'avoir, par exemple, un parent qui a de l'insomnie vous rend plus à risque parce qu'il y a une certaine irritabilité. Le fait d'avoir vous-même un problème psychologique préexistant vous rend plus à risque. Le fait d'être quelqu'un qui a des charges professionnelles plus importantes ou qui est soumis à un stress professionnel important, ou un stress social ou une situation sociale difficile vous rend évidemment plus à risque de faire de l'insomnie. Donc ça, c'est les facteurs prédisposants. Okay? Puis après, il y a ce qu'on appelle le facteur précipitant. Alors, on ne voit pas très bien la différence de couleur, mais là, c'est jaune à peu près, là, c'est un peu orangé. Mais... Bref, en tout cas, donc là, vous n'êtes pas insomniaque. Mais alors, il y a un facteur précipitant, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans l'histoire naturelle de l'insomnie, c'est que les personnes qui développent l'insomnie chronique vous rapportent souvent à leur médecin qu'il y a un événement particulier, et ça peut être une maladie, okay? Par exemple... une maladie, je ne sais pas moi, un problème de cancer qui a dû être traité, puis qui a été, même si le cancer est en rémission, ou bien une infection grave, une hospitalisation. Mais ça peut être quelque chose de beaucoup moins intense que ça. Ça peut être juste un changement, un événement de vie. Ça peut être, par exemple, quelque chose de très fréquent, évidemment, chez les femmes, c'est la grossesse, la naissance d'un enfant. Et ça perturbe évidemment tous les rythmes de sommeil des parents. Ça, c'est quelque chose qui est souvent une période fréquente de développement de l'insomnie. Ça peut être aussi un changement professionnel, par exemple, un changement de travail, ou bien la retraite, par exemple. C'est qu'il y a un changement aussi dans le rythme de vie. Tout ça, c'est des facteurs qui vont faire en sorte que les personnes, particulièrement les personnes qui sont à risque, vont développer de l'insomnie. Puis après, il y a une troisième catégorie de facteurs qui sont appelés les facteurs perpétuants. Ça veut dire que une fois que ces facteurs précipitants disparaissent, il y en a qui vont retourner à l'état de base où ils n'ont pas d'insomnie, mais il y en a d'autres personnes qui vont continuer à avoir de l'insomnie même si ces problèmes-là ont disparu. Et ça, c'est parce qu'il y a des facteurs perpétuants qui entrent en jeu. Et ça, ces facteurs perpétuants, c'est souvent des mauvaises habitudes ou des mauvais conditionnements qu'on adopte lorsqu'on développe de l'insomnie et qui font en sorte qu'on va développer encore plus d'insomnie. Puis ça va être un petit peu la base du traitement que l'on offre pour l'insomnie, et ça, je vais y revenir un peu plus tard. Là, on parle notamment de le fait de rester longtemps au lit, le fait de faire des siestes très longues pendant la journée, et le fait d'associer cet environnement de sommeil à un état négatif sur le plan personnel, psychologique. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quels sont dans ces facteurs-là ceux qui sont liés plus particulièrement à l'avancée dans l'âge? Eh bien, lorsqu'on vieillit, il y a des facteurs particuliers qui arrivent, notamment des facteurs biologiques qui, justement, vous prédisposent plus à faire de l'insomnie que les personnes de 20 ans. Alors, il y a la fragmentation du sommeil et la réduction du sommeil profond. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Ça, c'est sûr que ça fragilise votre sommeil, ça vous rend plus prédisposé. Puis, il y a aussi ce qu'on appelle
Puis il y a aussi en fait l'horloge circadienne, donc les régions de votre cerveau qui interviennent dans cette régulation du sommeil par la lumière, par les cycles jour-nuit, qui deviennent moins fonctionnels. En fait, ce qui se passe la journée, c'est que la lumière elle va stimuler au niveau de votre œil des cellules visuelles, mais aussi des cellules non visuelles. Et ces cellules non visuelles, en fait, vont transmettre cette information à une région du cerveau qu'on appelle le noyau suprachiasmatique, ou SCN, qui est situé à la base de votre cerveau. Et ça, c'est votre horloge interne. C'est le chef d'orchestre de votre horloge circadienne. Et on sait que ce noyau suprachiasmatique, avec le vieillissement, il devient moins fonctionnel. Il y a des cellules qui meurent, il devient plus petit, donc il est moins fonctionnel, ce noyau-là. Or, ce noyau est très important parce qu'il envoie des connexions à l'ensemble de votre cerveau, mais aussi de manière plus indirecte à vos organes périphériques pour ajuster le fonctionnement de vos différents systèmes en fonction des rythmes jour-nuit. Donc, naturellement, avec le vieillissement, on a tendance à avoir moins de régulation optimale de votre sommeil par rapport au cycle jour-nuit. Okay? Donc ça, c'est sûr que c'est un facteur biologique prédisposant. Puis il y a aussi les facteurs précipitants qui sont plus nombreux lorsqu'on vieillit. C'est sûr que le risque de faire certaines maladies, le risque de faire d'autres troubles du sommeil, le risque de faire des maladies neurologiques augmente avec l'âge, indépendamment du sommeil. Puis ça peut être autant de facteurs qui peuvent précipiter le développement d'une insomnie. Puis il y a aussi des facteurs socio-comportementaux qui arrivent lorsqu'on vieillit et qui sont importants à juste avoir conscience, parce qu'il y a des choses évidemment qu'on ne peut pas changer. Et ça fait partie de toute une série de facteurs qui vont aussi participer à l'insomnie. Alors, et ces facteurs-là, c'est des facteurs qui vont justement participer à perpétuer l'insomnie lorsqu'elle arrive. Et ça, c'est des facteurs qui peuvent parfois être un petit peu modifiés. Bon, c'est sûr que la retraite professionnelle, on ne peut pas le modifier, mais ça, c'est justement un facteur précipitant dont je vous disais qui peut arriver, qui peut précipiter l'insomnie. Mais souvent, lorsqu'on vieillit, on a tendance à être moins actif physiquement, ça c'est correct, mais il y a parfois une tendance à devenir sédentaire, à être très peu actif et à faire des siestes prolongées, plusieurs fois, toute l'après-midi. Puis ça, on va voir que c'est une sieste, dans certaines conditions, ça peut être bien, mais quand c'est prolongé de manière excessive, ça peut être néfaste. Parce que ça va justement, le fait de faire des siestes la journée, ça va diminuer votre pression de sommeil le soir. Vous rappelez-vous qu'il y avait deux facteurs, il y a l'horloge interne, puis il y a la pression homéostatique. Puis si cette pression-là diminue parce que vous faites des siestes la journée, vous aurez une moins de pression à vous endormir le soir tout naturellement. Alors la baisse de régularité dans les activités, les heures de sommeil, c'est aussi quelque chose qui peut arriver chez certaines personnes parce que lorsqu'on travaille, il y en a une certaine routine de vie, puis lorsqu'on est à la retraite, on a moins d'obligations, puis ça peut aussi entraîner des modifications dans les horaires d'activité qui peuvent déréguler le sommeil. Puis aussi, de manière très importante, et puis là j'ai une petite image qui montre un petit peu illustre ce fait, c'est que parfois lorsqu'on vieillit, on a tendance à rester plus souvent à l'intérieur, dans des environnements qui sont sombres, qui sont peu éclairés, ce qui fait que les différences jour-nuit, déjà que votre horloge interne est moins sensible, elles sont encore moins présentes parce que vous restez dans un milieu qui est parfois trop obscur, pas assez illuminé. On sait que juste parfois, une des mesures qui est simple à faire, c'est augmenter la lumière la journée. Là. Donc, soit vous mettre dans un environnement lumineux, soit juste augmenter le niveau de luminosité peut vous aider à vous sentir plus en forme la journée et à justement ajuster vos horaires, vos cycles veille-sommeil. Et donc ça, la réduction de l'exposition à la lumière, c'est aussi un facteur qui peut contribuer à ces problèmes de sommeil avec l'âge. Bon, alors maintenant, dans les quelques minutes qui restent, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a ces problèmes de sommeil. Là. Je vais vous expliquer ce que c'était le sommeil, comment ça se change avec l'âge, et puis pourquoi c'était quoi l'insomnie, puis qu'est-ce que ça provoque l'insomnie, pourquoi est-ce qu'on développe l'insomnie. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec l'insomnie? Alors, parce que c'est bien beau de dire qu'on a un problème, mais il faut savoir faire quelque chose. Eh bien, effectivement, il y a des approches pour traiter l'insomnie. Beaucoup de personnes prennent des médicaments. Je vais vous parler un petit peu des médicaments vers la fin. Les médicaments, c'est correct dans certaines situations particulières, mais là, vraiment, le pilier du traitement, les bases du traitement de l'insomnie chronique, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. C'est un nom très compliqué là, qu'on abrévie sous TCCI, ça veut dire thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. Mais en fait, c'est des mesures qui peuvent être relativement simples et que vous êtes tous capables d'appliquer
chez vous dans une certaine mesure, parfois avec l'aide d'un spécialiste ou d'un thérapeute, mais il y a des choses que vous pouvez appliquer. Et ça consiste en fait à modifier vos croyances par rapport au sommeil, puis aussi vos habitudes par rapport au sommeil, pour vous mettre dans des conditions qui sont les plus propices au sommeil. C'est surtout d'agir sur la troisième catégorie de facteurs que je vous montrais tout à l'heure, les facteurs perpétuants. Ces facteurs, ces mauvaises habitudes qui font que lorsqu'on commence à développer de l'insomnie, on adopte des comportements qui font qu'on développe encore plus d'insomnie. Alors, vous voyez donc que la TCCI, il y a différents modules en fait, il y a différentes composantes, et je vais brièvement vous expliquer ces différentes composantes-là. Alors, la première chose à adopter, c'est... avant ça, d'abord, petite question, j'ai oublié celle-là. D'après vous, quel pourcentage de personnes présentant l'insomnie chronique vont présenter une amélioration significative de leurs problèmes de sommeil lorsqu'elles suivent ce genre de traitement-là? Est-ce que c'est moins de 20%, 20, 40, 40, 60, 60 à 80 ou plus de 80%? Alors là, une seconde. Voilà, vous pouvez commencer à répondre maintenant. Ok, je vais regarder vos réponses. Alors, oui, c'était pas si mal. Bon, c'est assez... c'est un beau split de manière générale, mais la réponse correcte, c'est 60 à 80%. À peu près 2 tiers des personnes présentent une amélioration clinique significative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une amélioration au niveau de leur éveil nocturne, leur latence, la latence de sommeil. Alors, l'avantage de cette thérapie, c'est qu'il y a des effets qui se maintiennent dans le temps lorsque la thérapie est bien réalisée et qu'il n'y a pas d'effet indésirable, évidemment, parce que ce n'est pas une approche pharmacologique. Alors, il y a des études qui ont démontré que c'était efficace aussi bien dans l'insomnie primaire, c'est l'insomnie sans autres facteurs de risque, que dans les personnes qui sont insomniaques, mais qui ont plus des problèmes de dépression, de douleurs chroniques, ou même un cancer. On a prouvé que c'était efficace aussi. Donc, en fait, en gros, le message, c'est que vous pouvez l'appliquer quel que soit votre type d'insomnie, en fait. Même si vous avez une insomnie qui est due à un problème de douleur chronique, ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors ça, c'est justement les études en question. Il y a pas mal d'études qui ont été faites. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites d'ailleurs à Québec par le groupe de Charles Morin. Et vous voyez ici que la thérapie cognitivo-comportementale en anglais, c'est CBT, c'est Cognitive Behavioral Therapy. Et ça, c'est en noir. Vous voyez qu'en fait, le score, ça c'est un score de sévérité d'insomnie, il diminue après le traitement, puis il reste quand même diminué après le traitement jusqu'à 2 ans après. Là, en bleu, c'est lorsqu'on prend un médicament, lorsqu'on prend une benzodiazépine, on voyait que ça diminue, mais qu'après, ça tendance à remonter. Et lorsqu'on prend un placebo, ça ne fait pas grand-chose. Et même lorsqu'on prend à la fois, ça c'est la combinaison de médicaments plus thérapie, on voit que ça reste pas nécessairement aussi bien que juste faire de la thérapie. Donc c'est important quand même de faire la thérapie parce que c'est quelque chose qui peut être efficace à long terme. Alors, comment est-ce que ça se fait? Ça se fait en groupe. Ça peut se faire en groupe de 5 à 9 patients sous conduite d'un thérapeute ou bien en séance individuelle avec une personne qui a été formée à la technique. Ça peut se faire aussi, ça se fait souvent en 6 à 8 sessions, mais il y a aussi des thérapies qui peuvent se faire en nombre de sessions plus brèves. Et généralement, ça se fait en séance de 60 à 90 minutes. Mais comme je vous montrerai plus tard, il y a aussi possibilité de le faire par vous-même. Okay? Et je vais vous montrer comment plus tard. Mais en gros, les principes, c'est d'appliquer d'aborder différents thèmes. Le premier thème, c'est d'essayer de revisiter votre hygiène de sommeil et de voir, en fait, dans le fond, qu'est-ce qui peut être modifié. Parce que l'hygiène de sommeil est importante pour essayer d'éliminer tous ces facteurs qui peuvent contribuer à votre insomnie. Les horaires de sommeil réguliers, c'est important, parce que si vous avez des horaires de sommeil irréguliers, vous mettez votre horloge circadienne et votre pression myostatique à l'épreuve. Et donc ça peut entraîner une moins bonne régulation de votre sommeil. Alors, ça, c'est assez évident, mais c'est bien de le rappeler. Pas de boissons excitantes le soir, surtout si vous êtes très sensible à la caféine. Pas de boissons caféinées stimulantes le soir. Pas non plus d'alcool, en soirée d'ailleurs, parce que l'alcool,
c'est vrai que ça peut vous endormir, mais ça va vous donner un sommeil plus fragmenté et un sommeil de moindre qualité. Ça, c'est bien connu. Donc, l'alcool, c'est un très mauvais somnifère. Alors, on disait pas d'exercice physique, mais là, je modère un petit peu, en fait. Pas d'exercice physique, c'est surtout si vous faisiez des exercices physiques juste avant de vous coucher, des exercices vraiment intenses. Mais en fait, les exercices physiques, de manière générale, c'est quelque chose de recommandé. Même parfois juste en début de soirée, ça peut être juste de faire une marche, des étirements. C'est important parce qu'en fait, l'activité physique, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter votre besoin de sommeil. Ça va agir sur l'un des deux facteurs, la pression homéostatique. Donc c'est important de le maintenir. Repas équilibré, environnement à chambre couchée, il ne faut pas que ce soit trop chaud, trop froid. Alors c'est ça, il y en a qui recommandent 19 degrés, mais ça c'est un petit peu individualisé. De manière générale, ce qui est important, c'est d'éviter de surchauffer la chambre. Éviter de la mettre à 25-26 degrés parce qu'en fait, lorsqu'on s'endort, notre température centrale a tendance à diminuer. Okay, donc, c'est important de favoriser cette diminution de la température corporelle, donc en évitant de surchauffer l'environnement. Bien entendu, lit et matelas confortables. Et alors, comme je disais tout à l'heure, c'est important d'éviter les siestes parce que si vous faites des siestes la journée, ça va influencer votre sommeil de nuit. Alors, est-ce qu'il faut faire des siestes ou pas? Parce que bon, beaucoup d'entre vous font des siestes. Moi, j'en fais aussi. Puis, de manière générale, c'est bien de faire des siestes qui sont courtes, si vous avez besoin de faire une sieste. Okay, si vous faites une sieste par jour, mais qu'elle est courte, c'est-à-dire limitée à moins de 30 minutes, c'est correct. Surtout si vous ne faites pas de problème de sommeil. Okay, si vous dormez bien, vous faites une sieste de 30 minutes par jour, c'est bien correct. Par contre, si vous commencez à développer si vous avez de l'insomnie, là, il faut vraiment limiter vos siestes autant que possible. Okay, de manière générale, il ne faut pas faire de sieste de plus de 30 minutes. Puis si vous avez déjà des problèmes de sommeil, essayez de la réduire d'autant que possible. Puis en particulier, faire des siestes multiples, là, c'est pas du tout recommandé parce que chaque fois que vous faites une sieste, ça va diminuer votre pression de sommeil qui s'accumule au cours de la journée. Parce que là, c'est comme une pression qui monte. Là. Si vous faites une sieste, ça diminue. Puis après, il faut reconstruire cette pression de sommeil. Puis ça va vous décaler dans la nuit, etc. Donc évitez les siestes prolongées. Alors, deuxième chose qui fait partie de cet ensemble qu'on appelle la TCC, c'est les techniques de relaxation. Alors, les techniques de relaxation, ça c'est pas toujours quelque chose qui est indispensable, mais si vous êtes quelqu'un qui aimait bien, qui est plutôt prêt à essayer ce genre de choses, c'est bien, ça peut être un complément utile. Alors, celle qui est la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle la technique de relaxation musculaire progressive. Okay, ça, vous trouverez facilement plein d'informations dans les livres ou sur Internet sur différentes techniques pour le faire. La relaxation musculaire progressive, en gros, c'est un exercice dans lequel on va vous demander de faire des exercices de respiration, puis de contraction et de décontraction séquentielle de vos muscles, sur chaque muscle à la fois, pendant, je pense, c'est 20 minutes. Puis ça aide vraiment à entrer dans un état de relaxation. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Certaines personnes préfèrent des exercices de méditation, d'autres personnes préfèrent le yoga. Non, tout exercice qui vous aide à vous relaxer est recommandé. Okay, ça, c'est une chose. Alors maintenant, vraiment, les bases du traitement, ça va être les 3 points suivants que je vais vous montrer. C'est les bases un peu plus spécifiques. Là, les 2 premières parties, c'est un petit peu comme le point de départ. C'est bien pour commencer. C'est des choses qui sont faciles à faire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la thérapie cognitive, parce que dans thérapie cognitivo-comportementale, il y a cognitif et comportemental. La partie cognitive, c'est quoi? Alors ça, c'est un peu plus complexe, mais en gros, c'est essayer de cibler les facteurs cognitifs qui peuvent perpétuer votre insomnie. Alors, c'est quoi ces facteurs cognitifs? En fait, beaucoup de personnes qui ont de l'insomnie chronique ont tendance à développer des croyances erronées par rapport au sommeil, qui résulte notamment du fait que les gens ne sont pas toujours au courant de ce que c'est un bon sommeil. Et là, je vous ai cité un exemple tout à l'heure où certaines personnes vont rester fixées sur le fait de se dire j'ai besoin absolument de mes 8 heures de sommeil. Okay, parce qu'il y a 20 ans, je dormais 8 heures par nuit. Maintenant, je veux continuer à dormir 8 heures par nuit. Alors, je vous ai dit que le sommeil diminuait spontanément avec l'âge. Puis je vous ai dit aussi que cette durée de sommeil était dépendante d'une personne à l'autre. Okay, donc ça, c'est faux. On n'a pas tous besoin de 8 heures de sommeil. Et ça, c'est quelque chose qui peut être corrigé. Si vous avez conscience de cela, ça peut déjà aider à avoir une meilleure conceptualisation de votre sommeil. Ou bien encore, ça c'est une croyance assez fréquente, c'est que lorsque je fais
Parce que quand vous êtes insomniaque, vous n'êtes pas insomniaque toutes les nuits. Là. Il y a les nuits sont très variables. Mais quand j'ai une nuit où j'ai très mal dormi, j'ai besoin de faire une sieste ou de me coucher plus tôt pour rattraper un manque de sommeil. Okay, ça, c'est quelque chose qu'on se dit assez fréquemment. Par exemple, si vous avez dormi que 3 heures, vous avez l'impression d'avoir dormi que 3 heures une nuit, vous allez me dire, mais oui, mais ça me fait une dette. En plus, si vous dites que vous avez besoin de 8 heures de sommeil, vous allez vous dire que vous avez une dette de 5 heures. Donc, il y a certaines personnes qui vont se dire, peut-être, là, il faut que je me couche 5 heures plus tôt. Okay, c'est un peu exagéré, mais c'est un petit peu le type de raisonnement, ou en tout cas que je me couche 2-3 heures plus tôt. Et en fait, d'abord c'est faux, parce que le sommeil s'autorégule de manière spontanée. Lorsque vous êtes en dette de sommeil, votre sommeil qui va résulter de la nuit suivante va être un sommeil qui va être plus profond naturellement. Okay, vous n'avez pas besoin de compenser le nombre d'heures de sommeil, votre cerveau va se compenser lui-même en produisant un sommeil plus profond. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Et donc, c'est ça. La règle vraiment, c'est d'essayer de garder des heures de sommeil régulières, même si vous avez une nuit, vous avez moins bien dormi, essayez toujours de vous coucher à la même heure. Ok. Alors, il y a aussi toute une série de croyances sur les conséquences du mauvais sommeil. Les personnes vont se dire que, par exemple, une mauvaise nuit risque de ruiner mes horaires de sommeil toute la semaine. Ça, c'est quelque chose que certaines personnes peuvent penser, peuvent développer, c'est-à-dire qu'il y a une catastrophisation, une exagération des conséquences. Si je ne dors pas bien, je serai incapable de fonctionner la journée. Si je dois annuler mes activités, si je ne dors pas bien. Et ça, en quoi est-ce que c'est important? C'est sûr que le fait de ne pas bien dormir, ça vous rend moins fonctionnel, ça fait partie de la définition de l'insomnie. Mais parfois, ça amène certaines personnes à adopter une position de repli où elles se disent « Oh, j'ai pas bien dormi, donc je ne suis pas en forme, donc il ne faut pas que j'aille m'exposer à des activités, il ne faut pas que je sorte, il ne faut pas que je vois des gens, je n'aurai pas le goût. » Bon. Qu'est-ce que ça fait, ça? Si vous faites ça, vous avez encore moins d'activités, vous diminuez vos activités, vous diminuez votre besoin de sommeil, vous diminuez aussi vos contacts, et donc vous allez avoir tendance à avoir plus de problèmes de sommeil encore, parce que vous vous isolez du monde extérieur. Ça, c'est quelque chose qui est important à corriger aussi. Il faut essayer évidemment de maintenir un niveau d'activité aussi important que possible, même lorsqu'on est insomniaque, et surtout lorsqu'on est insomniaque. Alors, c'est ça. Alors ça, c'est souvent quelque chose pour lequel il faudra peut-être l'aide d'un proche ou bien l'aide d'un thérapeute ou d'un professionnel de santé pour identifier ces problèmes-là. Mais vous pouvez peut-être déjà vous-même les identifier par vous-même. Mais alors, ce qu'il faut faire, c'est essayer de rationaliser. Quel est le pire qui puisse vous arriver si vous avez de l'insomnie? Vous avez déjà, si les personnes qui ont de l'insomnie chronique ont ça depuis longtemps, puis elles ont quand même réussi à adopter des stratégies pour quand même arriver à faire leurs activités. Quelle est la probabilité que ça arrive, que les conséquences arrivent? Comment est-ce que vous avez géré ça dans le passé? C'est toutes des questions de rationalisation qui sont importantes, qui peuvent être la base d'une discussion pour essayer de rationaliser ces plaintes, ces croyances qui sont parfois exagérées. Bon, alors je vais avancer pour les deux dernières parties de la thérapie cognitivo-comportementale. Donc ça, c'est la partie dite comportementale à proprement parler. Puis ça, c'est quelque chose qui est probablement plus facile à adopter comme comportement. En tout cas, à saisir le concept, c'est pas toujours facile à adopter en pratique. Mais ça, c'est vraiment briser l'association entre l'environnement de sommeil puis cet état où vous êtes insomniaque. Parce que très souvent, lorsqu'on est insomniaque, on a du mal à s'endormir, on a du mal à rester endormi, donc on va rester dans le lit. Puis le fait de rester dans le lit en permanence, ça va induire d'abord une réaction de frustration, d'énervement, vous allez vous retourner dans votre lit 40 fois, puis finalement, si ça devient récurrent à toutes les nuits, ou presque à toutes les nuits, ça va générer une sorte de mauvais conditionnement. Vous allez associer votre environnement de coucher, votre lit, à un milieu à un moment où vous allez vous énerver, voire même un moment où vous n'allez pas éprouver de plaisir de vous endormir. Donc, ça va vraiment créer un mauvais conditionnement. Donc, ce qu'on recommande, et ça c'est bien reconnu, c'est tout d'abord d'aller se coucher uniquement lorsqu'on est fatigué et somnolent. Alors ça, c'est important parce que ça vient aussi avec des modifications comportementales de vos heures de sommeil. Parfois, certaines personnes, parce qu'elles disent qu'elles n'ont rien à faire, surtout lorsqu'on vieillit, elles vont se coucher à 7, 8 heures ou 9 heures. C'est que peut-être que vous avez besoin de ça, mais si vous allez vous coucher à 9 heures ou à 8 heures et que vous n'êtes pas fatigué, pas somnolent, ce n'est pas à faire. Okay?
allez vous coucher uniquement lorsque vous êtes somnolent. Parce que si vous allez vous coucher avant parce que vous n'avez rien à faire, que vous allez juste rester dans votre lit sans être fatigué, vous allez vous coucher à une heure où votre horloge circadienne, votre horloge interne n'est pas prête à vous faire dormir. Okay? Votre besoin de sommeil n'est pas suffisant pour vous faire dormir. Et tout ce que vous allez créer, c'est un mauvais conditionnement. Vous allez de nouveau être frustré de ne pas pouvoir dormir quand vous voulez dormir. Et ça, c'est normal. C'est comme... c'est important d'aller se coucher à une heure dans laquelle vous êtes prêt à aller vous coucher. Vous êtes fatigué, vous êtes somnolent. Ça, c'est une première règle. Et puis une deuxième règle, c'est lorsque vous réveillez la nuit ou bien lorsque vous êtes incapable de vous endormir en 20 à 30 minutes, c'est de sortir de votre lit. Alors ça, c'est pas toujours facile à faire parce qu'on est parfois, surtout en hiver, on est bien au chaud dans son lit, mais c'est très important à faire lorsque vous n'arrivez pas à dormir, pas à vous endormir ou vous réveillez la nuit, là, vous êtes à une demi-heure en train de vous tourner. Là, il faut sortir de votre lit. Et pas seulement sortir de votre lit, mais il faut sortir de votre chambre à coucher. Parce que si vous restez dans votre lit, ben, c'est presque pareil, là, vous êtes dans le même environnement, mais c'est important de sortir de la chambre à coucher, d'aller dans le salon, d'aller dans une autre pièce, dans votre bureau, peu importe, et de faire une activité qui vous détend. Ok, ça peut être, certaines personnes, ça peut être de la lecture, ça peut être même regarder quelques émissions à la télé, ça peut être, mais il ne faut pas non plus que faut pas que ce soit quelque chose de trop stimulant. Il ne faut pas commencer à regarder un feuilleton super brillant et puis qui va vous exciter et tout. Là. Mais ça peut être lire un magazine, là, c'est des articles qui sont courts, ou bien même un livre, mais qui ne soit pas non plus un roman, parce que ça peut peut-être vous exciter trop. Mais faire une activité qui fait plaisir. Il y a certaines personnes qui vont juste passer du temps à faire, je sais pas moi, leur ménage ou quoi qu'est-ce, mais quelque chose qui vous fasse quand même plaisir. Okay, de manière générale, et qui vous occupe. Et puis revenir dans votre lit uniquement lorsque vous sentez la somnolence revenir. Ça, c'est important. Puis, parce que vraiment, l'important qu'il faut se dire, c'est que si vous restez éveillé dans votre lit, il vaut mieux que vous soyez éveillé à faire autre chose. Et ça va justement vous aider à construire de nouveau votre besoin de sommeil que de rester dans votre lit à rien faire et à juste vous tourner les pouces et à vous énerver. Donc, c'est pour ça que c'est important de se lever pour briser cette association entre mauvais sommeil et environnement de sommeil. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la partie comportementale du traitement de l'insomnie. Et c'est le fait de se coucher uniquement lorsqu'on est somnolent, puis de sortir du lit lorsqu'on est éveillé pendant plus de 20 à 30 minutes. Puis le dernier point, je vais en parler un petit peu moins, mais ça, c'est plus si vous voyez un thérapeute, c'est ce qu'on appelle la restriction de sommeil. Alors ça, c'est un peu paradoxal, mais en gros... parce que c'est paradoxal, parce que vous ne dormez pas, puis on vous demande de dormir encore moins. Mais en fait, c'est quelque chose de très utile. C'est parce que, en fait, le but de cette restriction de sommeil, c'est de demander aux gens de rester dans leur lit le temps effectif qu'ils dorment. Donc ça, par exemple, c'est une personne qui, en moyenne, là, sur ces 5 jours-là, elle passe 8 heures dans son lit, mais elle dort uniquement 5h30. OK ? Alors, au lieu de rester 8 heures dans le lit, de ne dormir que 5h30, on va demander à la personne de ne rester dans son lit que le temps qu'elle dort, plus une demi-heure, c'est-à-dire 6 heures. Okay? Donc, on va restreindre la durée de temps passé au lit. Et ça consiste à en fait, demander à la personne souvent de se coucher plus tard. Souvent, c'est bien de garder la même heure de lever, mais de reculer l'heure de coucher. Par exemple, cette personne-là, imaginons qu'elle dise qu'elle passe 8 heures au lit, donc c'est-à-dire qu'elle va se coucher vers 10 heures, puis elle se lève vers 6 heures du matin. Okay? Mais finalement, elle ne dort de tout ça que 5h30. Donc, on va lui demander de passer 6 heures dans son lit à la place de 8 heures. Puis alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui demander de se coucher à minuit au lieu de se coucher à 10 heures, et de toujours se lever à 6 heures du matin. Donc, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire d'une part qu'il y aura moins de temps passé au lit à ne pas dormir. Puis c'est sûr qu'au début, s'il y aura une certaine fatigue, parce que ça ne veut pas dire qu'elle va dormir 5h30 sur les 6 heures nécessairement, elle va peut-être dormir même moins, mais ça va créer un besoin de sommeil, en fait, qui va être peut-être plus difficile à supporter le lendemain, mais qui, au fur et à mesure des nuits suivantes, va permettre de réenclencher ce besoin de sommeil. C'est ce qu'on appelle la restriction de sommeil. Donc, on retarde l'heure du coucher. Puis après, une fois que le sommeil est réenclenché, on peut revenir tout doucement à une heure plus précoce. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu les différentes techniques. Puis alors, vu qu'on avance un petit peu dans l'heure, je vais passer un peu plus vite, mais c'est en gros ce que je vais vous dire. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que vraiment, ça peut se faire aussi par vous-même, en fait, parce qu'il y a maintenant de plus en plus de plateformes qui ont été développées sur Internet. Je ne sais pas si je
j'imagine que beaucoup d'entre vous sont familiers avec l'utilisation d'Internet. Puis, il y a des modules qui ont été développés par des professionnels, des experts réputés, qui vous proposent la même approche, mais au lieu d'aller voir un psychologue ou un thérapeute, vous pouvez le faire par vous-même. Il y a une sorte de thérapeute virtuel. Puis, je n'ai pas le temps de vous montrer, mais vous pouvez aller voir sur ce site-ci, par exemple. C'est un exemple, ça s'appelle Sleep.io. C'est en anglais, par contre. Mais c'est quelque chose qui va se développer encore plus dans les années à venir, où vous pouvez vous inscrire. L'avantage, c'est que c'est souvent moins cher aussi. Ça coûte juste un frais d'inscription peut-être de $100. Puis après, vous avez accès à ce module-là où vous allez recevoir ce traitement qui sera individualisé en fonction de vos besoins de sommeil. Vous entrez vos heures de sommeil, puis le module va vous guider au travers différentes étapes de tout ce que je vous ai parlé, l'hygiène de sommeil, les facteurs cognitifs, les facteurs comportementaux. Et en fait, ça va vous proposer à chaque semaine de faire des exercices différents à ce niveau-là. Donc ça existe aussi. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. Aussi, vous pouvez aussi trouver dans le commerce des livres qui vous expliquent cette thérapie et qui vous expliquent comment l'appliquer. C'est en gros, moi je vous ai fait un rapide résumé, mais il y a des choses que vous pouvez appliquer vous-même. Voilà. Alors maintenant, très brièvement, parce qu'en gros, c'est pas tellement le but d'aujourd'hui, mais la plupart d'entre vous, certains d'entre vous prennent peut-être des médicaments pour dormir. Alors les médicaments pour dormir, c'est ce qu'on appelle les hypnosédatifs. Alors ça peut être envisagé, c'est surtout utile lorsqu'on le prend pour une durée limitée. Mais en général, ces médicaments pour dormir, ils sont démontrés efficaces ou ils sont recommandés que pour une durée limitée, souvent 2 semaines à 1 mois. Puis, ça peut être utile, par exemple, lorsqu'on veut initier une thérapie cognitivo-comportementale, ou bien aussi à la fin d'une thérapie cognitivo-comportementale, pour une période de 2 semaines à 1 mois, pour essayer d'aider les gens à entrer dans la thérapie. Puis, c'est sûr que dans certains cas médicaux, avec une insomnie sévère ou qui est causée par un événement médical, ça peut être aussi utile, par exemple, si vous faites un AVC ou ce genre de choses. Mais de manière générale, il n'y a pas beaucoup d'indications à utiliser des hypnosédatifs en chronique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, au Canada, d'après vous, quel est le ou les médicaments qui présentent l'indication officielle pour le traitement de l'insomnie? Est-ce que c'est le zolpidem, le trazodone, le quétiapine, A et B, ou je ne sais pas si ces noms vous sont familiers, mais c'est des noms génériques, oui. Ça c'est le Sublinox. Vous avez aussi le Zopiclone ou l'Imovan, en gros. Ça c'est le Désirel. Ok. Ça c'est le Seroquel. Est-ce qu'on réponse ou on les connaît pas du tout? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Alors, j'ai regardé vos réponses, puis oui, c'est ça, c'est assez disparate. Mais je pense que ça démontre surtout que vous ne connaissez pas le nom des médicaments, mais ce n'est pas bien grave. En fait, le seul vraiment qui est indiqué dans ces trois-là, c'est le zolpidem ou le zopiclone. En fait, dans les médicaments qui sont prescrits dans l'insomnie, il y a surtout ce qu'on appelle les benzodiazépines. Okay, vous connaissez tous les benzodiazépines. Donc, il y a le Lativan, l'Imovan, le zopiclone, le Sublinox, le Xanax, le Serax. Tous ces médicaments-là font partie de ce qu'on appelle les benzodiazépines ou bien les apparentés des benzodiazépines. C'est des médicaments qui sont proches. Le zolpidem, c'est un médicament qui est proche du benzodiazépine. Et c'est les seuls qui sont officiellement indiqués, c'est ceux-là, surtout le zopiclone, le zolpidem et le temazepam, par exemple. Puis en fait, ils sont très prescrits. Plus de 20% des personnes de plus de 65 ans en prennent de manière chronique. Okay. Alors, le mode d'action, ça agit sur les neurones en inhibant leur fonctionnement. Ça augmente ce qu'on appelle l'hyperpolarisation des neurones. Alors, leurs effets, c'est que c'est sûr que ça diminue le temps d'endormissement, ça augmente la durée de sommeil, mais c'est surtout du stade 2 que vous obtenez. Ça se manifeste souvent par une baisse du sommeil lent profond. Donc, ce n'est pas un sommeil physiologique que vous obtenez. Ça, c'est important à savoir. Meilleure qualité subjective du sommeil, mais c'est un sommeil qui est souvent un sommeil plus léger qu'un sommeil normal. Okay.
Le problème, c'est sûr que c'est efficace en aigu, puis c'est rapide d'action, mais l'inconvénient, c'est qu'il y a une tolérance qui se développe, c'est-à-dire qu'en chronique, ces médicaments perdent d'efficacité. Il y a une dépendance qui se développe, c'est-à-dire que c'est difficile de l'arrêter. Puis ensuite, il y a aussi plein de problèmes, notamment ça s'associe à des risques accrus de problèmes de mémoire, de concentration. Il y a même des études qui démontrent qu'il y a un risque plus élevé de faire une démence. Il y a la fatigue, difficulté de concentration, augmentation des risques de chute, de fracture, augmentation des risques d'accident de voiture, augmentation des problèmes rénaux hépatiques. Donc ces médicaments-là, c'est sûr que c'est différent de la thérapie non pharmacologique parce que ça a des effets secondaires. Du coup, c'est pour ça que ces médicaments-là, si vous en prenez, c'est intéressant pour une phase aiguë, mais il faut essayer de les arrêter. Alors là, les arrêter, c'est pas toujours facile, mais il faut les arrêter, particulièrement si vous avez des effets indésirables qui surviennent, des plaintes cognitives et surtout, et en particulier si vous avez des apnées du sommeil, parce que si vous avez des apnées du sommeil, ça les aggrave encore plus. Donc il faut essayer de les arrêter dans la majorité des cas, ok, parce que c'est des médicaments qui vont perdre leur efficacité en chronique, qui vont vous rendre dépendant, puis qui finalement ont pas mal d'effets indésirables. Donc les prendre, c'est surtout les prendre pour une période limitée, et les prendre pendant plusieurs années, c'est pas recommandé du tout. Même pendant plusieurs mois, c'est pas recommandé. Donc il faut essayer de les arrêter. Alors il faut les arrêter. Pour les arrêter, il faut essayer de les arrêter très progressivement. C'est souvent un arrêt qui doit se faire à l'intérieur de 3-4 mois si vous prenez ce médicament depuis des années. Puis c'est sûr qu'il faut expliquer pourquoi les arrêter. Il faut que vous soyez conscient pourquoi les arrêter. Vous les arrêtez parce que c'est mauvais pour votre santé. Puis qu'en plus, ça ne vous donne pas un sommeil qui est physiologique et qui est efficace. Puis alors c'est bien associé, si possible, à la thérapie cognitivo-comportementale. Si vous associez cette sevrage à la TCC, ça va augmenter votre succès de sevrage de manière considérable. Et vous pouvez prendre d'autres médicaments à la place. La mélatonine, par exemple, vous pouvez la prendre à la place de la base de ces médicaments-là, parce que la mélatonine a très peu d'effets indésirables. Dans certains cas, on peut prendre aussi d'autres médicaments, mais c'est plus dans des indications spécifiques. Puis ça, c'est un schéma type de sevrage, en fait, où ça vous montre comment est-ce qu'on les arrête. C'est-à-dire que sur une semaine, par exemple, les 2 premières semaines, vous allez diminuer votre dose de moitié 2 jours de la semaine. Puis après 2 semaines plus tard, vous allez diminuer la dose de moitié dans 2 autres jours. Donc ça fait que 4 jours. En fait, vous diminuez la dose de moitié au total sur 4 ou 5 jours de la semaine après un mois. Okay, puis ça vous diminue comme ça progressivement en passant par des demi, puis par des quarts. Donc ça, c'est un schéma que vous pouvez aussi développer à l'aide de votre pharmacien, là, une diminution très progressive à l'intérieur de 3 à 4 mois. C'est important, sinon vous allez avoir parfois des réactions de sevrage qui peuvent être problématiques. Donc la mélatonine, là, je vous ai brièvement mentionné la mélatonine. La mélatonine, c'est quoi? La mélatonine, c'est la substance qui est produite justement sous l'impulsion du nerf suprachiasmatique par l'effet de la lumière. En fait, plus précisément, c'est lorsqu'il n'y a plus de lumière qui est produite quand il n'y a plus de stimulation lumineuse de votre cerveau, que la mélatonine va être produite. Elle est produite donc dans la phase obscure, donc la nuit. Puis c'est une hormone qui va aussi aider à synchroniser vos rythmes en fonction des rythmes des rythmes jour-nuit. Donc c'est important de savoir que c'est pas vraiment un hypnosédatif, c'est un médicament qui synchronise vos rythmes jour-nuit. Donc c'est surtout utile si vous avez une insomnie qui n'est pas très sévère. Puis l'avantage, c'est que ça peut d'effets indésirables. Donc c'est quelque chose que vous pouvez essayer si jamais vous avez besoin d'un médicament. Mais c'est plus conseillé de commencer par ça que de commencer par une benzodiazépine. Puis finalement, là, si vous avez entendu parler de ces molécules-là, c'est des molécules qui sont souvent utilisées dans l'insomnie. Il y a le Désirel, il y a le Remeron, il y a le Silénor. Et ça, c'est ce qu'on appelle les antidépresseurs sédatifs. C'est des antidépresseurs, mais ils sont aussi utilisés dans la médication de l'insomnie. Il faut bien se rendre compte qu'ici, ils sont indiqués dans la perspective uniquement de l'insomnie parce qu'ils sont souvent mis presque à une dose plus faible. Alors, c'est surtout utile si vous avez de l'insomnie qui est associée à la dépression, mais il y a des effets indésirables secondaires dont il faut bien se rappeler aussi. Puis, ça pose aussi les mêmes problèmes que les benzodiazépines de manière générale. Donc, de nouveau, évitez de les prendre de manière prolongée.
Voilà. Donc là, j'ai fait un peu le tour. Donc je vais résumer ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc je vous ai parlé de l'insomnie qui est très fréquente, avec un impact important sur la santé. Ça augmente au cours du vieillissement en raison de certains facteurs biologiques et sociaux. La thérapie cognitivo-comportementale, c'est très important, c'est la première ligne. Puis c'est quelque chose que vous pouvez initier même chez vous. Puis les médicaments hypnosédatifs, c'est vraiment utile que dans des cas bien particuliers, au début du traitement de l'insomnie, puis ça doit être toujours associé à une technique de sevrage. Donc, alors, ça, c'est mes coordonnées de contact. Puis alors, juste pour terminer, juste pour vous signaler que nous avons aussi des projets de recherche qui s'effectuent ici à l'Institut de gériatrie ou qui s'effectuent à l'Université Concordia, dans lesquels on recherche des participants. C'est des projets dans lesquels, qui s'adressent aux personnes qui ont de l'insomnie, des projets dans lesquels on offre la thérapie cognitivo-comportementale gratuitement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre les effets de cette thérapie, non seulement sur le sommeil, mais aussi sur d'autres facteurs tels que la mémoire, telles que la santé cardiovasculaire. Donc on a 2 études, une étude qui est pour les insomniaques de tout âge, puis une étude pour les insomniaques de plus de 65 ans qui prennent justement des benzodiazépines de manière chronique. Donc si vous êtes insomniaque, que vous preniez ou pas des benzodiazépines, vous pouvez nous contacter. Donc si vous prenez des benzodiazépines, c'est plus ce numéro-là. Si vous ne prenez pas de benzodiazépines, c'est à ce moment-là, ce numéro-là. Puis mes coordinatrices de recherche sont là, puis elles seront disponibles pour vous distribuer des feuilles à la sortie si vous êtes déjà intéressé par participer à ce projet-là. Mais ceci clôture ma présentation, puis j'ai du temps pour quelques questions si vous le souhaitez.